Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils, des infos, des sujets toujours plus différents les uns que les autres. Et aujourd'hui, David? Eh bien aujourd'hui au sommaire, y a pas d'âge pour récupérer son bien qui est squatté. Alors la loi du 27 juillet 2023 permet-elle enfin aux propriétaires de récupérer leurs biens plus rapidement? Eh bien on en parle tout de suite, Catherine. Y a pas d'âge pour changer de religion et devenir chrétien. Pourquoi en France, la religion chrétienne est de plus en plus perçue comme rétrograde, archaïque, voire absurde? Et pourquoi dans le même temps, 12 000 jeunes et adultes se sont fait baptiser il y a 15 jours? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec la journaliste Claire Coach qui s'est convertie. Y a pas d'âge pour expliquer l'actualité aux ados. Eh bien, les grands-parents, vous êtes la solution. Effectivement, découvrez en avant-première le sondage et l'étude exclusive du magazine Notre Temps sur les manières dont les seniors et les adolescents dialoguent autour de l'actualité. Il n'y a pas d'âge pour avoir une peau printanière et étincelante. On va vous aider à sortir de l'hiver en préparant votre peau pour avoir un teint printanier lumineux. Le fameux, vous savez, le glass skin, celui qui fait fureur dans les magazines de mode. Et nous recevrons Jacques Pradel qui nous livre un ouvrage passionnant, police technique et scientifique, le choc du futur. C'est aux éditions du Rocher. C'est un livre sur l'évolution de la police scientifique qu'on nomme aujourd'hui la science forensique. Et alors, si les faits divers vous passionnent, eh bien vous restez avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors beaucoup de Français ont, c'est vrai, une appréhension à l'approche de l'été quand ils partent en vacances. La peur, c'est de revenir et de trouver leur résidence principale squattée. Les principales régions concernées, eh bien, il paraît que ce serait l'Île-de-France, la Gironde, les Alpes-Maritimes, la Haute-Garonne. Dans la moitié des cas, il semblerait que ce soit des familles qui s'installent chez vous. Bonjour, maître Jean-Marc Legarce. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à Nice, notamment en droit administratif, droit de l'urbanisme, et vous êtes intervenu en fin d'année dernière pour une de vos clientes dont la maison avait été squattée. Est-ce que vous avez l'impression que le nombre de squats augmente ou a augmenté? Écoutez, moi je ne suis pas statisticien, mais d'évidence, le nombre a augmenté au point de forcer le gouvernement et le Parlement à agir. Donc c'est comme ça que nous avons eu la loi du 27 juillet 2023. C'est quand même c'est de la consécration de ce que vous disiez. Absolument. Alors, maître Legarce, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous décrire la situation qu'a subie ou que subit votre cliente? Eh bien, ma cliente, enfin, mes clients, oui, puisque c'est un couple tout de même avec 2 enfants handicapés, et ils les avaient achetés il y a quelques années une double maison sur une propriété dans un petit village. Et l'idée, c'était que les enfants auraient besoin de leurs parents tout en devenant adultes et que donc la deuxième maison servirait pour les enfants. Tout ça dans le même parc, dans le même jardin. Voilà. Et au 1er avril 2023, ils ont constaté que les serrures avaient été changées, que le cadenas de la chaîne de sécurité du portail situé sur la partie supérieure de la propriété avait été cassé, qu'une baie vitrée avait été forcée pour permettre d'accéder à la maison située sur la partie supérieure de la propriété, que plusieurs voitures étaient stationnées sur la propriété, et enfin que la maison située sur la partie supérieure du terrain était occupée par un couple avec des enfants. Ah. Et il y avait en plus un portail qui avait été défoncé, enfin voilà. Donc ce sont des gens qui se sont introduits chez eux et évidemment ils n'avaient pas de moyens d'action véritable à ce moment-là. Il faut savoir que c'est ce qu'on en a su par la suite. Ces gens-là qui se sont installés, c'est pas pour rien qu'ils se sont installés le 1er avril. En réalité, c'était l'ouverture de la période des expulsions locatives. Oui. Et, depuis 2015, ils occupaient une maison dans le même village où ils n'avaient pas payé leur loyer et ils avaient usé de procédures suivant les procédures traditionnelles de l'époque à partir de 2017 et jusqu'à 2023 en fait. Et donc c'est au moment où ils allaient
ils allaient être expulsés, ils avaient choisi la nouvelle victime. Les nouvelles victimes, c'était mes clients. Voilà, tout simplement. Ils sortaient d'un squat, si vous voulez, parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer. Ils laissaient une dette de 150 000 €. Ils avaient démoli pratiquement la maison et ils s'installaient chez ceux-ci pour faire pareil, mais sans titre de location. Oui. Là, c'est un vrai squat pur. Alors, quand on parle des squatteurs... Pardon ? Oui, je vous en prie. Quand on parle des squatteurs, j'imagine qu'il faut différencier la location qui, au bout d'un moment, le règlement des loyers s'arrête, et le squat où on voit une petite maison qui est vide et hop, on s'installe sans rien demander à personne. Est-ce qu'on va mener les mêmes actions en fonction des cas de squat ? Pas du tout, c'est complètement différent. Parce que là, quand nous avons affaire à des gens qui cessent de payer leur loyer pour différentes raisons, ce ne sont pas toujours des gens de mauvaise foi. Il peut y avoir eu des accidents de la vie, perte d'emploi, maladie, etc. Et bon, ils n'ont plus les moyens de payer, et ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, et ils restent là, quoi. Voilà. Alors, et puis, il y a des gens de mauvaise foi qui louent avec l'idée qu'ils ne paieront pas leur loyer. Oui. C'est encore autre chose. Oui. Mais la situation n'est pas différenciée, là. Et donc là, on a une procédure qui, en théorie, est assez favorable, mais en pratique, pas si simple. Elle est difficilement applicable, et c'est très, très, très long. Parce qu'il faut déjà faire jouer un huissier, le juge judiciaire pour obtenir une ordonnance d'expulsion, le préfet ensuite pour avoir le concours de la force publique, ensuite le juge administratif pour obtenir une indemnisation. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant, et surtout au stade du juge judiciaire, parce que justement, je vous parlais tout à l'heure de mes clients, les squatteurs qui étaient chez eux étaient dans la situation que je viens de vous décrire, et il y avait une ordonnance d'expulsion, et ils sont allés en appel pour faire appel pour gagner 2 ans et 2 ans et demi, même avec en plus la période estivale. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans de procédure et 7 ans sans loyer, quoi. Voilà. Et puis là, il n'y a pas d'indemnisation, puisqu'il n'y avait pas d'ordonnance d'expulsion exécutoire. Elle est devenue exécutoire que quand la cour d'appel s'est prononcée. Et est-ce que d'une manière générale, dans tous les dossiers que vous traitez, est-ce qu'on peut dire que quelque part les propriétaires sont imprudents, et voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix pour pouvoir être squatté ? Oui, alors, il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix. Là, je ne suis pas le spécialiste de ce genre de questions, hein, mais bon, il faut certainement surveiller le bâtiment qui reste libre, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le deuxième cas les vrais squatteurs qui sont visés par la loi du 27 juillet dernier. Voilà, il faut sûrement surveiller, mettre peut-être un membre de la famille ou un ami fiable dans la maison. Mais quand bien même, vous voyez bien qu'ici, nous avions 2 maisons côte à côte, et ils se sont introduits dans une maison sans qu'ils s'en aperçoivent. Parce qu'on n'est pas toute la journée là, présent. Alors, il faut sûrement... Quand on part en location, il faut sûrement prendre des garanties de paiement, voire d'assurance. Alors, la loi du 27 juillet, donc elle est toute récente. Est-ce que vous avez un petit peu de recul pour voir si ça fait avancer les choses un petit peu plus vite ou pas encore? C'est le jour et la nuit. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais ça laisse de côté les autres dont je vous parlais, qui sont quand même assez nombreux, pour lesquels il y a le parcours des combattants. Et ici, nous avons obtenu finalement l'expulsion sous 1 mois et demi. Enfin, il y a eu 1 mois de tâtonnement avant que je ne rentre dans le dossier, parce que il y avait eu une décision du sous-préfet, en réalité, de Grasse, qui avait ordonné l'expulsion sous 48 heures. Les occupants avaient introduit un référé devant le tribunal administratif,
Et mes clients, qui étaient les propriétaires, n'avaient même pas été avertis et une décision avait été prise bizarrement par le juge des référés qui leur était défavorable. Bon, moi j'ai rétabli la situation, je suis rentré là-dedans le 21 août à peu près, je crois, et j'ai demandé qu'on revoie cette décision, j'ai fait une tierce opposition, etc. Là, le juge m'a donné satisfaction. Mes clients qui avaient l'habitude d'aller en appel ou ailleurs sont allés au Conseil d'État et s'ils reculent devant rien, vous voyez. Et puis, en fait, en un mois, ça s'est réglé, puisque j'ai même les dates, vous voyez. Le référé qu'on a introduit, nous autres, pour rétablir la situation le 21 septembre. C'était une décision du sous-préfet du 21 août. Oui. Ça a été jugé le 29 septembre favorablement au tribunal administratif. Oui, donc rapide. Ils sont allés au Conseil d'État le 16 octobre et le juge des référés leur a donné tort le 8 novembre. Ah oui. Donc, vous voyez... Oui, la loi a changé pas mal de choses quand même. Ah ben là, écoutez, on raisonne en termes de semaines, là où on raisonne autrement en termes d'années. Mais alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des cas qui vont durer sur plusieurs années Oui, c'est la majorité, oui. C'est la majorité qui vont durer. Parce qu'ici, il faut que ce soit des vrais squatteurs, comme vous dites, qui s'introduisent sans titre, qui n'ont jamais eu de titre, et qui s'introduisent par la ruse, notamment. Oui. Par la ruse ou par la force, par la menace, etc. Voilà, et il faut que ce soit considéré comme un domicile aussi, mais enfin, c'est une définition très large du domicile. D'accord, oui. Et Donc, pour cela, il y a également des condamnations pénales qui ont été augmentées, des condamnations pécuniaires qui ont été augmentées, etc. Mais pour les autres, ils restent dans le parcours du combattant que j'avais commencé à vous décrire tout à l'heure. Voilà, et ça va leur prendre des années. Et ils ont droit à une indemnisation, mais je vous ai bien expliqué, si vous aviez 2 minutes, pardon. Non, là, on n'a plus le temps, malheureusement, mais on refera un sujet avec vous parce que c'est très intéressant. En tout cas, on est content que cette loi soit passée parce que, au moins, c'est vrai que dans ce genre de situation, on a plutôt tendance à vouloir se faire justice soi-même, ce qui n'est pas une bonne idée. Oui. Si on accélère la procédure, c'est vrai que ça peut éviter de donner cette idée aux gens. Qui partent en vacances et qui ont peur de voir squatter leur maison principale, ils sont couverts par la loi du 27 juillet 2023. Bon, mais ça... ils seront obligés d'agir. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Bon, merci Maître Le Gars, en tout cas. Saisonnière et tout ça. Merci infiniment en tout cas pour toutes ces précisions parce que c'est un sujet quand même sensible. Merci et à très bientôt. C'est un sujet qui mérite d'être développé, oui. Mais on y reviendra. Alors Catherine, maintenant nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant nous allons vous faire découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour changer de religion. Alors en France, la religion chrétienne est-elle vraiment rétrograde, archaïque, voire absurde comme veulent nous le faire croire certains? Eh bien on en parle dans un instant, Catherine. Très intéressant. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Il n'y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, il n'y a pas d'âge pour changer de religion et devenir chrétien. C'est si simple que ça, David, de changer de religion? Eh ben alors, sur le papier, c'est pas censé être très compliqué. Hein. Mais dans la réalité des faits, c'est surtout très suranné de devenir chrétien aujourd'hui. En France, la religion chrétienne est perçue dorénavant comme rétrograde, archaïque, voire absurde. Alors ça n'est pas moi qui le dis, c'est Claire Coach qui vient d'écrire « Le jour où je me suis converti » aux éditions Plomb, un livre vraiment très très instructif sur son expérience personnelle de conversion. Alors bonjour Claire Coach, vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour votre invitation. Merci. Bienvenue. Alors moi je suis d'accord avec vous, je vais le dire, je suis d'accord avec vous que la religion chrétienne n'est pas très sexy en ce moment et pourtant, il y a 15 jours, 12 000 jeunes et adultes se sont fait baptiser, il faut quand même le rappeler. Alors Claire, vous êtes née en Turquie. Vous avez été élevée à Cronenbourg, un quartier situé à l'ouest de Strasbourg. Pourquoi vous avez ressenti à 36 ans le besoin de vous faire baptiser? C'est le mystère de la foi. Je dirais que l'élément déclencheur, ça a été la naissance de mon enfant. La première fois que j'ai été en contact avec la Vierge Marie, c'était à l'âge de 6 ans. Je suis entrée
par hasard dans une église qui avait les portes grandes ouvertes. Moi, j'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait, que c'était un signe d'accueil, d'ouverture. Et en fait, en rentrant de l'école le soir, j'étais au CP. C'était le premier jour de la rentrée scolaire. En rentrant de l'école, donc moi, je rentrais toute seule. Et donc, je me suis mise à accueillir des fleurs. Je faisais un bouquet de fleurs. J'ai pas du tout fait attention au chemin que j'ai emprunté. Et je me suis retrouvée à l'opposé de chez mes parents. De là où habitaient mes parents, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu cette église, voilà, porte grande ouverte, donc je suis entrée tout naturellement. J'ai fait quelques pas, j'ai levé les yeux, j'ai croisé le visage de la Vierge. C'est mes mots, je sais que ce ne sont pas forcément les bons ou que je les exprime pas bien, mais elle m'a transpercé le cœur. C'est les vôtres, c'est ça, c'est encore plus touchant, je trouve. C'est un émerveillement de petite fille. Elle m'a transpercé le cœur, elle m'a plus jamais quittée. Il s'est passé quelque chose, c'est pour ça que je dis que c'est le mystère de la foi. Je le dis en souriant, le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Oui. Et cette foi, elle est venue à moi, et en fait, elle m'a pas quittée pendant 30 ans. Parce que je ne me sentais pas légitime de franchir le pas. Je pensais que ça se transmettait par la famille, que c'était compliqué à comprendre. Donc il y avait une question de légitimité. Et au moment où je suis devenue maman, 30 ans plus tard, je me suis dit, ça y est, je suis prête. Et je veux élever mon enfant dans la culture chrétienne, dans la foi catholique. Et je vais faire ce chemin avec lui, avec mon enfant. Et quand j'étais petite, ma maman, moi je suis d'origine turque, vous l'avez précisé, je suis arrivée à l'âge d'1 an en France. Ma maman, quand on était petit, elle venait à l'école avec nous, elle venait se mettre au fond de la classe, elle s'était arrangée avec la maîtresse pour apprendre le français au CP. Et moi, quelque part, je me dis, les choses se répètent, mais de manière différente. J'espère aussi apprendre plein de choses avec mon enfant sur la foi catholique, dans son initiation. C'est fou, cette fascination face à la Vierge Marie. On a entendu il n'y a pas très longtemps Gad Elmaleh faire exactement la même réflexion et être subjugué. Non mais c'est vrai, vous êtes la deuxième personne que j'entends qui a cette relation incroyable avec la Vierge Marie. Ça me touche ce que vous dites, vraiment j'en ai les poils qui s'hérissent, je veux dire. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi je suis arrivée à la foi non pas par la lecture de la Bible, mais par les lectures d'auteurs chrétiens, catholiques, si on peut dire. Et il y a exactement la même révélation, le même visage de la Vierge Marie. Oui. Je pense notamment à Paul Claudel, qui a écrit des textes sublimes, grand académicien, qui lui aussi a été foudroyé. En fait, c'est un coup de foudre spirituel en traversant une église au pilier d'une église. Qu'il a eu la révélation, enfin ce mystère de la foi. Je pense aussi à André Frossard, un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, un des survivants de la baraque aux Juifs de Montluc. Lui aussi s'est converti, issu d'une famille communiste, avec une grand-mère juive. Et pareil, c'est lui, qui en traversant une église pour rejoindre un ami, en fait, il a eu aussi un coup de foudre spirituel. Et voilà, et c'est notre point commun. J'ai la sensation que c'est un point commun. Absolument. Alors, est-ce que votre conversion catholique a été compliquée? Voilà. Comment votre famille ou même votre cercle d'amis a accueilli la nouvelle? Est-ce qu'ils l'ont acceptée? Vous savez ce qu'il y a de nouveau, si je puis dire, dans mon récit, dont on parle peu, c'est effectivement, vous faites bien d'en parler, c'est mon cercle amical. D'abord, ça n'a pas été un chemin de tranquillité, cette conversion. Ça a été très compliqué. J'ai envie de parler de choses positives, mais il faut bien raconter aussi le parcours. J'ai été d'abord dans une première église où j'ai entamé mon catéchuménat et au bout de quelques mois, on m'a informé qu'en fait, j'allais pas recevoir le baptême. Alors, je me dis pourquoi. Pourtant, j'étais venue avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. J'étais curieuse, je posais 50 000 questions. Comme un enfant, je posais plein de questions pour comprendre. Et on m'a pas forcée à venir. Je suis venue de moi-même. C'est moi qui ai choisi ma foi. Et en fait, le curé me dit, voilà, vous avez épousé un homme, donc on est mariés civilement, mais lui était marié à l'église, mais des années plus tôt, 30 ans plus tôt. Je suis d'accord, mais moi je ne demande pas le mariage à l'église, je veux recevoir le baptême et je viens d'une autre croyance en fait. Ah ben on ne sait pas, il faut qu'on mène une enquête. J'ai trouvé ça tellement violent et je me suis sentie rejetée en fait. C'est la limite de l'homme d'église en fait. Écoutez, je sais pas, c'était étrange et je me suis
tant pis pour cette église, tant pis pour ce curé. Moi, je vais finir par trouver un prêtre et une paroisse à ma foi. Et en fait, donc je raconte tout ce cheminement dans mon livre et je reçois le baptême au paradis. C'est le premier chapitre de mon livre. C'est comme ça que commence l'histoire. Mais alors, votre cercle d'amis? Oui, mon cercle d'amis. Alors, tout ça se passe juste un petit peu avant le Covid. Le Covid arrive. Donc, au moment du déconfinement, lorsqu'on se retrouve tous entre amis pour parler un petit peu de notre vie pendant le Covid, ce qu'on a fait. Moi, j'étais une jeune maman, donc c'est difficile de pouvoir avec son petit bout de chou, de ne pas pouvoir sortir comme on veut, etc. Donc, je parle un peu de tout ça avec une amie et puis je me confie vraiment de manière intime. C'est des questions très personnelles. J'en parle très peu. Et là, je me sens prête pour en parler. Je dis à mon amie avec qui je prenais un verre, je lui dis voilà, je me suis convertie, je suis devenue catholique. Et elle me dit mais c'est une mauvaise idée. J'ai même pas eu le temps de dire comment ça s'est fait, quelle était ma démarche, comment je pratiquais, si j'avais des questions, j'avais envie en plus de lui demander des conseils. Et donc, pour détendre l'atmosphère, j'ai vu que ça l'a crispé tout de suite, je lui ai dit, mais si je m'étais convertie au bouddhisme, t'aurais trouvé ça cool? Et elle m'a dit oui, mais un oui tellement glacial que ça a coupé court à la conversation. Puis ensuite, quelques jours plus tard, je prends un verre avec une autre amie, et elle, instinctivement, elle me raconte en fait qu'elle a découvert les pierres énergétiques pendant le Covid, elle s'est abonnée à pas mal de comptes sur les réseaux sociaux, voilà, qu'il y a une pierre énergétique pour chaque mot ou chaque mot du corps, le mal-être, etc., des énergies, etc. Bon. Et je les avais notées parce que là, ça me revient pas en tête, mais j'avais tout noté, je les ai mises dans mon livre parce que pour moi, c'était une découverte, je connaissais pas. Et je lui ai dit pour rire, c'est génial, moi, j'ai découvert Saint-Pierre. Et là, elle a bloqué 2 secondes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand vous ne correspondez pas aux nouvelles normes de croyance qui sont le chamanisme, l'ésotérisme, la sorcellerie 2.0, en fait, vous êtes à la marge, vous êtes vu au mieux comme un illuminé, au pire comme un intégriste. C'est-à-dire que le juste milieu et le pas d'amalgame, ça n'existe pas. Ou un rétrograde. Exactement. Concernant le catholicisme, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'écrire ce livre, j'ai la sensation, le sentiment qu'être catholique aujourd'hui en France, c'est mal. C'est quand même terrifiant de se sentir... moi, je suis tolérante. Depuis la nuit des temps, l'humain a eu besoin de croire en quelque chose. Certains ont cru à Dieu, d'autres en eux-mêmes, d'autres ne veulent pas croire ou n'ont pas envie de croire. Enfin, on est libre. Mais dans cette société qui se dit moderne et progressiste, paradoxalement, y a des limites concernant le catholicisme. Oui. Voilà. Il n'y a pas de tolérance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous êtes en accord avec vous-même. Oui, bien sûr, évidemment. Donc. Et c'est aussi pour ça que je l'ai écrit. Je voudrais montrer qu'il est possible de vivre sa foi sans pouvoir s'armer aussi face à ses préjugés et appeler à la tolérance, en fait. C'est un livre sur la liberté de conscience, un livre sur la tolérance. Absolument. Ça fait du bien en ce moment, David? Ça fait beaucoup de bien. En 2 mots, il y a 2 personnes qui sont très importantes dans votre livre et dans l'histoire de France. C'est Marie et Marianne. Oui. Alors pourquoi? Mais en 2 mots. En 2 mots, parce que je trouve qu'en fait, on ne veut pas le dire ou certains essaient d'éviter le sujet, mais il est possible d'être croyant et laïque. L'un n'empêche pas l'autre. Notre société, vous voyez, moi par exemple, qu'est-ce qu'elle nous dit la laïcité? Cet héritage judéo-chrétien, la laïcité française, elle vient d'où? Elle vient de notre culture, de notre héritage judéo-chrétien. La laïcité dans un autre pays, c'est pas la même qu'en France. Et elle nous dit, voilà... chez vous, vous faites ce que vous voulez dans l'espace privé. En revanche, dans l'espace public, vous êtes discret. Voilà. On va se quitter sur ces très beaux 2 mots. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Oui, un très beau livre. Voilà. Et un très beau livre qu'on recommande. Merci beaucoup Claire Coach pour cet ouvrage. Alors vraiment, je le dis, très très instructif et passionnant sur la place de la religion chrétienne en France et sur votre amour de la France, parce qu'il faut le souligner. Alors au moment où les réseaux sociaux broient les jeunes, ces derniers sont de plus en plus nombreux effectivement à se tourner vers les religieux pour être écoutés. Et c'est peut-être pour cela que 12 000 jeunes et adultes se sont fait baptiser en France cette année, soit une hausse de 30% par rapport à 2023. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour avoir une peau printanière étincelante. Aujourd'hui, Ariane Golden, notre spécialiste santé beauté, va nous aider à sortir de l'hiver en préparant notre peau pour avoir un teint printanier lumineux avec la glace
Skin, celui qui fait fureur dans les magazines de mode. J'ai hâte. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour expliquer l'actualité aux ados, grands-parents. La solution, c'est vous. Alors découvrez en avant-première le sondage et l'étude exclusive du magazine Notre Temps sur les manières dont les seniors et les adolescents dialoguent autour de l'actualité. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et avant d'avoir une peau printanière étincelante, en ayant un teint lumineux, glass skin, regardez David, celui qui fait fureur dans les magazines de mode, vous allez, le glass skin, hein, Non, pas moi, David, c'est moi. vous allez donner des conseils à tous les grands-parents qui aimeraient parler de l'actualité avec leurs petits-enfants, David. Ben oui, Catherine, parce que dans le dernier numéro qui vient de sortir du magazine Notre Temps, eh bien, il y a un sondage et une étude très intéressante sur les manières dont les seniors et les adolescents dialoguent autour de l'actualité. Alors, à un moment où pour les jeunes, les dictates des réseaux sociaux, l'entre-soi et le refus du débat font rage, eh bien, il est quand même très important de voir exactement quel rôle la cellule familiale a à jouer dans leur compréhension du monde. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui France Le Breton, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Notre Temps et qui a piloté cette étude. Bonjour France Le Breton. Bonjour. 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 Alors France, qu'est-ce qui vous paraît capital dans ce sondage exclusif et puis à quel résultat vous ne vous attendiez pas? Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte de fracture générationnelle et la bonne nouvelle de notre sondage Notre Temps, c'est que jamais les grands-parents et les petits-enfants n'avaient autant discuté ensemble de l'actualité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 87% de oui chez les grands-parents, 88% de oui chez les petits-enfants. C'est énorme. Des échanges réguliers lors de réunions de famille, des visites plus personnelles. Et ce qui nous a surpris aussi à Notre Temps, c'est que les grands-parents et les petits-enfants, entre eux, on peut parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou et il n'y a pas non plus de tension, on le verra après. Et donc, une autre surprise aussi, c'est que les uns et les autres sont tout à fait lucides sur leur façon de s'informer. Par exemple, les grands-parents se montrent critiques sur la façon de s'informer de leurs petits-enfants. Ils s'attribuent une note de 5,9 sur 10. C'est une note quand même assez sévère. Oui. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez informés ou bien qu'ils sont soumis à des informations fausses et incomplètes. Ce qui va rendre, bien entendu, les échanges d'autant plus nécessaires entre eux. Mais moi, je trouve que... Pardon, oui. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que de se dire, à l'heure des réseaux sociaux, comme le disait David tout à l'heure, où nos enfants sont quand même non-stop sur ces écrans, de se dire qu'un dialogue est possible entre les grands-parents sur l'actualité, surtout sur l'actualité. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Le débat est possible entre les seniors et les ados. Bon, on a parlé des grands-parents et des petits-enfants, mais ça peut être aussi des seniors et des ados. Et il peut être aussi très animé. Donc, dans une société effectivement divisée, où on n'ose pas toujours s'exprimer, où le débat n'est pas toujours possible, eh bien, on voit que la parole continue de circuler, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, tout à l'heure, France, vous insistiez sur le fait que pouvait y avoir des tabous. Est-ce que donc il n'y a pas de tabou entre les seniors et les ados, mais est-ce qu'il peut y avoir des tabous et des tensions quand les ados discutent de l'actualité avec leurs parents? Alors oui, effectivement, je n'en dirais pas autant des échanges avec les parents. Avec les parents, il y a des enjeux éducatifs dans les discussions, ce qu'il n'y a pas toujours, même assez rarement, avec les grands-parents. Il y a moins d'écart d'âge. Donc moins d'indulgence aussi, probablement, à leur égard. Et les ados ne reconnaissent pas à leurs parents la même expérience, la même sagesse, le même vécu. Donc c'est aussi peut-être parce que les parents s'informent davantage que leurs enfants. Les parents aussi vont sur les réseaux sociaux. Alors qu'avec les grands-parents, il y a une vraie complémentarité dans les sources d'infos et dans les informations elles-mêmes. Ah oui. Vous avez une petite idée des sujets qui sont les plus consacrés à cette conversation entre grands-parents et petits-enfants? Alors oui, 42% ce sont les faits et les débats de société, changement climatique, le genre, l'orientation sexuelle, le féminisme, l'immigration, la famille. Et quand même, à noter quelque chose d'intéressant, les faits divers. Les ados apprécient les faits divers à 44%, un peu moins les grands-parents.
25%, mais ils sont d'accord pour en parler avec eux quand même. Et puis une petite différence de genre amusante, c'est que les grands-mères sont plus intéressées par les sujets de société et les grands-pères par les sujets de sport. Ah, eh ben oui, ben on devrait confier, je le redis, il faut confier la société aux femmes, nous irons mieux. Et ce que je voudrais savoir... Mais oui, est-ce que les seniors et les ados s'informent auprès des mêmes organes de presse ou des mêmes réseaux d'information ? Alors là, pas du tout. Les seniors, c'est plutôt le JT à la télé, la presse écrite et la radio. La radio est bien située. Les ados, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est leur source d'information principale. Mais il ne faut pas négliger la famille, qui reste pour eux une source d'information importante pour 51% d'entre eux. Mais ce qui est sympa, c'est de voir que entre eux, ils sont ouverts aux pratiques de chacun, ils sont curieux des sources d'information de chacun, et ils sont surtout tolérants. Et de ce fait, il y a une complémentarité qui s'opère entre eux dans leur façon de s'informer et qui fait le lien entre les générations. Et ça, c'est un peu la conclusion aussi de notre sondage. Eh ben, on va se quitter sur ce mot-là. Merci beaucoup, France Le Breton. Merci pour ces informations qui apportent un éclairage très intéressant sur comment dialoguer avec nos ados autour de l'actualité. Et je vous invite bien évidemment à vous plonger dans cette étude très intéressante qui est dans le nouveau numéro du magazine Notre Temps qui arrive demain, le 15. Le 15. Et maintenant, David, il est temps de retrouver notre spécialiste santé beauté, l'étincelante, la merveilleuse, et la divine, Ariane Goldet, qui aujourd'hui a décidé de nous aider à bien préparer notre peau, n'est-ce pas, pour avoir un teint lumineux. Le Glass Skin. Ariane, David m'en parle depuis ce matin. Mais oui. D'accord ? Celui qui fait fureur dans tous les magazines de mode. Qu'est-ce que c'est ? Et sur les réseaux sociaux surtout. Sur les réseaux sociaux. Sur Insta. Non, parce qu'il faut le dire, le printemps est là et les journées sont de plus en plus longues. Le soleil est là et notre peau a besoin de sortir de l'hiver. Elle a besoin de faire peau neuve, comme on dit. Alors on rêve tous et toutes d'une peau repulpée, éclatante, bref, d'une Glass Skin, une peau lumineuse et transparente comme le verre. C'est la dernière folie. Vous venez de le dire, Ariane Goldet, sur les réseaux sociaux. Et Ariane Goldet, notre ambassadrice de la Glass Skin mordorée, va nous expliquer toutes les étapes de la routine Glass Skin. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Bon alors Ariane, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Quels sont les gestes à faire pour bien préparer sa peau ? Pour commencer, le démaquillage, mais pas n'importe lequel. Vous faites un double nettoyage. Vous commencez par une huile démaquillante qui va enlever tous les corps gras, y compris tout le maquillage, et ensuite vous rincez et vous enchaînez avec une lotion aqueuse, un genre de tonique pour enlever tout le reste. Et si on est un homme, on fait la même chose ? Vous faites exactement la même chose. Vous pouvez choisir aussi une mousse de nettoyage, ça, il n'y a pas de problème. Et vous trouverez tous ces produits en grande surface et en pharmacie. D'accord, alors, qui dit nettoyage, après dit quand même exfolier peut-être pour enlever les petites peaux mortes ? Alors, on enlève toutes les petites peaux mortes accumulées pendant l'hiver pour affiner le grain de peau, éclaircir le teint, déboucher les pores et éliminer les petites imperfections, mon cher. Alors, et surtout pour faciliter la pénétration des soins. Alors, comme la couche cornée est plus mince, la formule de soin va se déverser beaucoup plus facilement à l'intérieur de la peau. Ce geste exfoliant se fait tous les jours, si votre peau le supporte, parce que c'est un petit peu acide. Ce sont des acides de fruits, ce qu'on appelle des AHA, des BHA, l'acide salicylique. Donc, si ça pique trop, vous faites une seule fois par jour. Et si ça pique toujours, vous faites un jour dans l'autre. Et puis, petit à petit, vous allez voir, votre peau va s'habituer. Vous choisissez alors le grand produit dont on parle beaucoup, c'est Paola Joyce, les AHA de Paola Joyce. Ouais. Sinon, vous avez Neostrata, qui est une très bonne marque aussi là-dessus, sur les acides de fruits très connus, américaine, Typologie, et l'essence Lumi Rénovatrice d'Erickson Laboratoire. Quel est votre chouchou ? Moi, c'est celle-ci, toute. Paola ? Oui, Paola. Mais sont tous des acides de fruits à peu près, donc plus ou moins dosés, mais c'est indissociable. Alors, il faut le supporter et s'habituer, c'est une espèce de routine à prendre. D'accord. Alors maintenant qu'on a bien nettoyé notre peau et qu'elle est bien préparée, comment on applique le soin qui va la nourrir et puis quels soins on prend surtout ? Alors là, le mot d'ordre, c'est repulper à bloc. Ça me parle. Je repulpe. C'est-à-dire remettre la peau à niveau et justement pour que elle se défroisse, vous savez, et qu'elle ait cette espèce de luminosité de peau de bébé. Et donc là, bien entendu, le produit dont je vous parle très souvent, l'acide hyaluronique, il n'y a rien de mieux. Il y a aussi le panthénol ou le bêta-glycane. Alors, vous appliquez ce sérum généreusement sur toute la peau, sur tout le visage,
Mais je vous conseille de humidifier un tout petit peu avant la peau, ça facilite la pénétration. Et pour ça, vous faites une petite brumisation, La Roche-Posay ou Avène, et comme ça, ça rentre beaucoup mieux. Ensuite, vous en remettez si besoin. Alors, dans ce genre de produit, vous avez toutes les marques en font, de l'acide hyaluronique. Vous avez la L'Oréal Paris, vous avez Mixa, mais vous avez aussi Avène, CeraVe, La Roche-Posay, SPR. Tout le monde fait de l'acide hyaluronique. Il y a des différences d'efficacité selon les prix du produit ou un produit de base? Non, à peu près. Après, certains acides hyaluroniques sont plus sophistiqués parce que ils apportent d'autres éléments, d'autres actifs dedans. Et ensuite, surtout, pour recouvrir le tout, vous mettez une crème hydratante qui va faire comme un petit peu couvercle pour que tout ça se repulpe bien. Parce que c'est l'effet glass skin. C'est ça. En fait, glass skin, cet effet est dû au ce qu'on appelle le layering. C'est les coréennes. C'est-à-dire que vous mettez couche. Et là, si vous voulez, ça fait gonfler la peau et ça la rend plus lumineuse. Plus pulpée. Donc, vous mettez votre crème de jour, alors anti-rides, raffermissante selon ce que vous utilisez. Et ensuite, vous faites attention, vous mettez quand même un écran solaire. Donc, je répète, la routine de la glass skin, c'est double nettoyage, lotion exfoliante, brumisation, sérum hydratant, super hydratant à l'acide hyaluronique, crème hydratante, protection solaire. Eh bien, merci beaucoup, voilà, Ariane. Vous savez tout sur la glace skin. J'espère que vous avez tous pris votre crayon et votre petit... Merci Ariane. Parce que sinon, il faut noter. Oui. Il faut noter. Voilà, mais merci beaucoup de nous avoir délivré les secrets du teint glass skin qui rend les Coréennes si belles et les bergères si jolies. Allez, je vais aller siffler sur la colline avec elle. Les bergères, c'est ça. Mais dans quelques minutes, avant d'aller siffler, David Jacques Pradel, journaliste d'investigation, animateur radio, écrivain, qui nous livre un livre passionnant, Police technique et scientifique, le choc du futur aux éditions du Rocher, sur l'évolution de la police scientifique qu'on nomme aussi la science forensique. Alors si les faits divers vous passionnent, moi je vous le dis, restez avec nous, c'est top. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jacques Pradel, journaliste d'investigation, animateur radio et écrivain qui nous livre un ouvrage passionnant, Police technique et scientifique, le choc du futur. Il l'a coécrit avec François Daoust, l'ancien patron de l'IRCGN, et c'est aux éditions du Rocher. Alors c'est un livre sur l'évolution de la police scientifique, qu'on nomme aussi la science forensique. C'est ça, Catherine? Mais oui, de l'affaire Grégory, la petite Maëlys, Lina, au petit Émile, dont on parle beaucoup en ce moment, autant d'affaires qui nous effraient, mais aussi qui nous subjuguent, où le travail de la police au quotidien est appuyé par l'évolution technologique, l'évolution d'une police scientifique, qui donne, il faut le dire, de plus en plus de fil à retordre à celui ou à celle qui voudrait échapper à la police ou à la gendarmerie. Même s'il y a aujourd'hui encore quelques cas non résolus. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Catherine. Bonjour Jacques Pradel. Et bonjour David. Alors Jacques, journaliste d'investigation, comme le disait David tout à l'heure, écrivain. Tout d'abord, bravo pour ce livre coécrit avec François Daoust, les moyens utilisés pour aider les policiers et gendarmes à résoudre leurs enquêtes. Ce livre est dense, beaucoup de techniques, mais aussi de nombreux faits divers pour les illustrer. Et on peut dire que, alors s'il y a bien quelqu'un de passionné par le sujet, par les faits divers, c'est vous. On se souvient de Perdu de vue, Témoin numéro 1, Café Crime, l'heure du crime. Et en se plongeant dans votre livre, on assiste à une évolution des techniques et malgré ça, quand on est face à ces faits divers, comme la disparition de Lina ou d'Émile, on se rend compte qu'il y a quand même toujours des facteurs qui freinent la connaissance de la vérité. Bah oui, parce que l'imagination criminelle est sans limite. Hein. On se tue les uns les autres, j'allais dire non, pas joyeusement bien sûr, mais on se tue les uns les autres depuis la nuit des temps. Et je pense que malgré les progrès de la science forensique que vous avez citée, on n'arrivera pas à éradiquer totalement le crime parfait, par exemple, du paysage, mais on va rendre, les forces de l'ordre, en tout cas, vont rendre de plus en plus difficile la vie des auteurs de hommes ou femmes, de crimes qui
souvent pensent, eux, avoir réussi le crime parfait. Et ils sont souvent mis en défaut grâce aux nouveaux outils, aux outils qui sont développés dans les laboratoires de police scientifique. Alors justement, Jacques, pourquoi la police scientifique a tout changé dans le métier des gendarmes et des policiers ? C'est que ce qui a changé, elle n'a pas tout changé. Je profite de votre question pour faire le point là-dessus, parce que peut-être à cause des séries télévisées, on a l'impression à la fois que les affaires criminelles peuvent se résoudre grâce à la police scientifique en 52 minutes et pas en 53, et que la seule chose qui n'est pas exacte, qui est développée dans les séries américaines ou françaises, d'ailleurs, à la télé, c'est que dans la réalité, dans la vraie vie, les experts, comme on les appelle, ne font pas de terrain. C'est-à-dire, ils ne mènent pas l'enquête directement sur le terrain. Donc, la science se développe et grâce à ces développements, les succès s'accumulent dans la résolution d'affaires criminelles parfois très anciennes, mais les experts restent dans leur laboratoire, si j'ose dire, même si ce sont des gendarmes, par exemple, puisque c'est la caractéristique des gendarmes d'être des officiers de police judiciaire et de savoir ce que c'est que le terrain, mais l'expert scientifique ne va pas sur le terrain. Il est là pour apporter aux équipes de terrain, justement, qui, eux, font les enquêtes comme on les fait depuis toujours, avec un instrument qui tombe rarement en panne, qui s'appelle le pifomètre, et avec leur expérience, évidemment. Mais la police scientifique est là, non pas pour désigner un coupable, mais pour ouvrir des pistes d'enquête, pour donner dire des outils aux équipes de terrain, peut-être vous devriez aller de ce côté-là, parce que nos analyses nous disent que... Voilà. Alors dans le livre, vous laissez une place importante à l'ADN. Est-ce que pour vous, c'est une des grandes révolutions de la police scientifique ? Ça a été la révolution avec un L majuscule. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais rencontré François Daoust, parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais publié, moi, un premier livre comme seul auteur à l'époque, que j'avais appelé La Révolution, Police Scientifique, la Révolution, et c'était pour raconter la naissance de l'IRCGN et comment la France avait fini par entrer dans cette compétition mondiale des grands laboratoires et d'avoir en moins de 20 ans créé un laboratoire qui était à l'égal de celui du FBI ou d'autres. Voilà, c'est une vraie réussite. Et cette révolution, en fait, de l'ADN a tout changé dans ce qu'on appelle la criminalistique. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus une affaire où les magistrats ne demandent pas une recherche génétique. Bien sûr. Parce que ça va plus vite, ça coûte moins cher, etc. Et pourquoi s'en passer finalement? Mais en même temps, autant l'ADN a remplacé l'aveu, qui était considéré comme... On disait toujours, l'aveu, c'est la reine des preuves. Et il a fait qu'on dise, 20 ans plus tard, attention, l'ADN n'est pas la reine des preuves. Parce que l'ADN est un calcul statistique. Alors certes, il y a une chance sur plusieurs milliards que 2 personnes portent la même empreinte génétique, mais le fait de retrouver une empreinte génétique sur une scène de crime ne dit pas que la personne est l'auteur de ce crime. Alors, justement, Jacques Pradel, je voudrais qu'on prenne un cas concret qui est l'affaire Grégory, du petit Grégory. Oui. Sur la lettre du corbeau, il y a un ADN qui est très dégradé. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait authentifier l'auteur des faits 40 ans après ? Alors, en tout cas, on pourrait tenter de le faire avec succès. C'est ce qui va se passer, puisque ce sont les nouvelles analyses qui vont être faites maintenant, puisqu'il y a eu une décision de justice il y a quelques jours à peine, parce que à l'époque, l'affaire Grégory, c'est 1984. 1984, on n'a pas encore inventé l'empreinte génétique. Ça va se faire 2 ans plus tard. Bon, et
on n'a pas la notion de scène de crime. On ne gèle pas les scènes de crime. Les berges de la Vologne ont été piétinées par tous les témoins présents, c'est-à-dire par les habitants du coin, par les gendarmes, par les journalistes, par les photographes, bon, etc. Et donc, c'est pour ça que l'affaire, d'ailleurs, traîne, si vous me passez l'expression, depuis autant d'années. C'est que il a fallu d'abord que la science de la génétique se développe. Il a fallu qu'on réexamine les pièces à conviction, les fameuses cordelettes avec lesquelles l'enfant avait été lié. Est-ce qu'elles ont été bien conservées? Est-ce qu'elles avaient ce que tout le monde espérait, bien sûr, à l'intérieur des nœuds de l'ADN? On en a trouvé, mais on a trouvé effectivement des ADN mélangés qui, jusque quasiment ces dernières années, étaient impossibles à isoler. Maintenant, c'est possible. C'est possible grâce au développement d'un certain nombre de logiciels d'analyse. C'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Mais ça ne veut pas dire que, à coup sûr, on va trouver. Et si on trouve un ADN, parce que en 30 ans, ces ADN ont été, ces pièces à conviction ont été manipulées, même avec précaution par beaucoup de gens. Donc voilà. Alors c'est un espoir qui s'ouvre, mais ça n'est pas une certitude. Alors, juste un petit mot, puisqu'on parle de l'affaire Grégory, puisque François Daoust s'est confié et aurait dit que le meurtrier de Grégory serait connu des enquêteurs, mais qu'une erreur de procédure aurait empêché son inculpation. C'est possible, ça ? Alors, vous faites bien de parler au conditionnel parce que on en a beaucoup parlé avec François Daoust. Il n'a jamais prononcé ces phrases sur lesquelles un certain nombre de journaux se sont jetés sans vérifier. C'était tellement simple en fait de passer un coup de fil à François Daoust pour lui dire mais c'est ce que vous faites en ce moment. Est-ce que c'est exact? Ben non. Ce qu'il a dit simplement, c'est que dans notre livre, là, le livre qui vient de paraître, on parle de l'affaire Grégory, mais c'est pour parler de la naissance de l'IRCGN, c'est-à-dire pour expliquer que c'est à cause de l'échec. On pourrait même parler de fiasco juridique et policier. Alors je dis juste IRCGN, Institut de recherche de criminologie de la police de la gendarmerie nationale. Voilà. De recherche criminelle, voilà. Et donc, cet organisme n'existait pas à l'époque, et les gendarmes à l'époque se sont dit, mais il faut absolument qu'on crée un groupe d'experts pour ne pas partir comme ça à l'aveuglette dans les enquêtes, comme ça s'est fait. Alors, c'est vrai aussi que et ça, je pense que François Daoust en a parlé également, parce qu'il est difficile de ne pas en parler, c'est que cette enquête au niveau juridique ou judiciaire, cette enquête a été quand même un peu l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, quoi, parce que il y a eu un juge d'instruction qui a pris des décisions ou qui n'a pas pris de décision concernant un certain nombre d'actes d'instruction qui font que les gendarmes avaient des preuves incriminantes pour certaines personnes qui étaient dans le dossier. Mais ces investigations n'ont jamais pu aller au bout et n'ont jamais pu être comprises versées au dossier de l'instruction parce qu'il y avait eu des fautes de procédure dues au magistrat. Donc voilà. Merci d'avoir rétabli en tout cas la vérité avec nous. C'était important de le faire. Et merci Jacques Pradel, parce que franchement, ce livre, il est génial. Moi, il m'a passionné. Et je vous invite tous à vous plonger dans Police, technique et scientifique, le choc du futur, coécrit avec François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, aux éditions du Rocher. Je montre le livre pour que tout le monde puisse avoir
la possibilité de l'acheter. Merci beaucoup, merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec Catherine, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve à 7h49 la semaine prochaine dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour la chronique Y a pas d'âge, pour pousser un petit coup de gueule, et entre 12h et 13h avec évidemment plein de rendez-vous. Mais bon dimanche à tous. Bonne semaine à tous. Ciao. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.